Pendant des décennies, les fans de La Petite Maison dans la Prairie ont cru tout savoir sur le lien chaleureux et inébranlable entre Melissa Gilbert et son père à l'écran, Michael Landon. Leur complicité illuminait les écrans de télévision, donnant à des millions de spectateurs l'impression que Charles et Laura Ingalls étaient aussi proches dans la vie réelle qu'ils l'étaient à Walnut Grove. Mais aujourd'hui, à 61 ans, Gilbert a levé le voile, partageant des souvenirs personnels, des détails cachés et la facette de Landon que les caméras n'ont jamais captée. La vérité qu'elle révèle n'est pas seulement surprenante, elle change à jamais la façon dont vous percevrez leur relation. Le jour où la prairie est devenue silencieuse. Michael Landon Sr. n'était pas seulement un visage familier de la télévision américaine. Il faisait partie du paysage émotionnel du pays. Né Eugene Maurice Horowitz en 1936 à Queens, New York, il grandit dans un foyer compliqué. Son enfance fut marquée par la profonde dépression de sa mère et ses tentatives de suicide, des expériences qui lui laissèrent des cicatrices durables et influencèrent de plus tard son écriture et sa mise en scène. Lorsqu'il se réinventa en Michael Landon à Hollywood, il était déterminé à créer des histoires sur la persévérance, l'amour et la famille. Tout ce qu'il avait ardemment désiré dans son enfance. Sa carrière explosa avec le rôle de Little Joe Cartwright dans Bonanza. Il confirma ensuite son statut de légende de la télévision en incarnant Charles Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, puis l'angélique Jonathan Smith dans Les Routes du Paradis. Il n'était pas seulement acteur, il était aussi une force créative majeure, écrivant, réalisant et produisant souvent les épisodes lui-même. Son charisme à l'écran s'accompagnait d'un acharnement au travail dans les coulisses, mais cela eut un prix. De longues heures, des sacrifices personnels et une tendance obstinée à négliger sa santé. Au début de l'année 1991, la vie de Landon bascula brutalement. En février, il commença à ressentir de vives douleurs abdominales. Le 5 avril, les médecins posèrent un diagnostic accablant. Un cancer du pancréas inopérable déjà métastasé. La nouvelle choqua le monde du divertissement. Landon, connu pour sa vitalité et sa carrure athlétique, avait du mal à y croire lui-même. Selon ses proches, il fit même des pompes dans le cabinet médical pour prouver qu'il n'était pas malade. En public, il affronta la maladie avec détermination et dignité. En mai 1991, il apparut dans The Tonight Show starring Johnny Carson pour annoncer son diagnostic, condamner les mensonges des tabloïds et demander les prières de ses fans. Il promit de se battre, suivant des traitements expérimentaux, adoptant un régime végétarien et recourant aux vitamines et à l'acupuncture. Mais en privé, la maladie progressait plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. Certains ont plus tard spéculé que sa maladie pouvait être liée au lieu de tournage de La Petite Maison dans la Prairie, situé à quelques kilomètres seulement du Santa Susana Field Laboratory, un site de recherche nucléaire au passé marqué par des accidents. D'autres ont pointé ses décennies de tabagisme et de consommation d'alcool. Landon lui-même blâmait son mode de vie. S'il devait recommencer, raconta plus tard sa fille Leslie, il dirait « Mon Dieu, j'ai tout gâché, j'aurais dû surveiller ma santé ». Malgré la douleur, il resta farouchement protecteur envers sa famille. Ses plus jeunes enfants n'avaient que 4 et 7 ans, et l'idée de les quitter l'angoissait profondément. Dans ces derniers mois, le ranch de Malibu devint à la fois son sanctuaire et sa prison. Des paparazzis grimpaient aux arbres pour prendre des photos. La famille dut même démonter une partie de la clôture afin de pouvoir évacuer son corps en toute intimité après son décès. Les dernières semaines de Landon furent calmes. Entouré de sa femme Cindy et de ses enfants, il s'accrochait à l'espoir, tout en se préparant à l'inévitable. Sa fille Leslie créa un « livre d'adieu » avec les contributions de tous les enfants, un geste destiné à lui assurer qu'ils iraient de bien. Il passa beaucoup de temps à se remémorer des souvenirs, à donner des conseils et à s'assurer que ses proches savaient à quel point ils étaient aimés.
Le 1er juillet 1991, à seulement 54 ans, Michael Landon s'éteignit dans sa maison de Malibu à 13h20. Sa mort survint moins de 3 mois après l'annonce de son diagnostic, mettant fin à une carrière qui avait touché des millions de personnes et à une vie qui, malgré la célébrité, resta marquée par des combats personnels. Il fut inhumé dans un mausolée familial privé au Hillside Memorial Park Cemetery, son épitaphe déclarant « Il a saisi la vie avec joie. Il a donné à la vie généreusement. Il laisse un héritage d'amour et de rire. » Depuis, sa disparition continue de susciter à la fois tristesse et spéculation. Son héritage de conteur, de père et d'amis reste intact, non seulement pour ses fans, mais aussi pour ses partenaires de tournage. Et parmi eux, une voix a offert une perspective particulièrement révélatrice. Melissa Gilbert, qui a grandi sous les yeux de l'Amérique en incarnant Laura Ingalls Wilder dans La Petite Maison dans la Prairie, a passé une grande partie de sa jeunesse avec Landon, comme père à l'écran et figure paternelle dans la vie réelle. Au fil des années, elle a fini par révéler la vérité choquante sur Michael Landon, une vérité qui a mis en lumière l'homme derrière l'image, ses failles, ses luttes et l'humanité complexe qui rend sa perte encore plus déchirante. L'adieu explosif de Michael Landon. Lorsque La Petite Maison dans la Prairie s'est achevée en 1984 après 10 ans à l'antenne, personne ne s'attendait à ce que la ville fictive tant aimée de Walnut Grove soit anéantie dans un ultime acte de destruction à la dynamite. Mais pour Michael Landon, créateur, vedette et moteur créatif de la série, la décision de faire littéralement sauter le plateau n'était pas qu'un rebondissement scénaristique. Selon Melissa Gilbert, c'était une déclaration de propriété, de défi et de blessures personnelles profondes. Le téléfilm Little House, The Last Farewell fut diffusé le 6 février 1984. À l'écran, l'intrigue montrait les habitants refusant de céder leur maison à un magnate cupide qui prétendait posséder les terres. Plutôt que de se rendre, ils bourraient leurs bâtiments d'explosifs et les regardaient s'effondrer dans des nuages de poussière et de flammes. En coulisses, ce choix d'en finir avec une destruction irréversible naquit d'une controverse bien réelle, que Gilbert décrit comme « le plus long enterrement auquel j'ai jamais assisté ». NBC n'a jamais appelé Landon pour lui annoncer formellement l'annulation. Après une décennie de La Petite Maison et des années avant cela dans Bonanza, il découvrit simplement que la série n'apparaissait plus dans la grille de rentrée. Pour Gilbert, ce manque de respect était une gifle à un homme qui s'était entièrement investi dans le succès de la chaîne. « Je savais qu'il voulait tout démolir parce qu'il était tellement en colère », se souvient-elle. « C'était juste une chose tellement irrespectueuse à lui faire. » La réaction de Landon n'était pas seulement une question d'orgueil blessé. Il avait construit ses décors avec son équipe et les considérait comme sacrés. Des rumeurs circulaient sur sa crainte que le site ne soit loué à des productions qu'il jugeait indécentes, plaisantant même sur le fait qu'il ne voulait pas qu'un film porno se tourne sur nos anciens décors de La Petite Maison. Si NBC abandonnait Walnut Grove, Landon veillerait à ce que personne d'autre n'y touche. Dès que Gilbert lut le scénario, elle sut que la fin serait dévastatrice. C'était tellement déchirant. Chaque jour, c'était le dernier jour de quelqu'un, dit-elle. Chaque jour, il fallait dire adieu à quelqu'un. Elle compara les mois de tournage à un enterrement prolongé, le poids émotionnel s'alourdissant à mesure que les dernières scènes approchaient. Quand le casting revint sur le plateau après les explosions, effectuées pour des raisons de sécurité en leur absence, la vision de Walnut Grove réduite en décombres laissa tout le monde anéanti. Ces bâtiments n'étaient pas juste des façades, explique Gilbert. C'étaient des lieux où nous étions allés à l'école, où nous avions partagé, où nous nous étions rassemblés pendant 10 années intenses de nos vies. À l'écran, les habitants de Walnut Grove pleurent alors que les détonations retentissent. Ces larmes, assure Gilbert, étaient authentiques. On allait tous bien pendant quelques minutes, puis quelqu'un se mettait à pleurer
et tout le monde suivait. Et ce n'était pas seulement nous devant la caméra, c'était aussi l'équipe derrière. C'était une perte ressentie à plusieurs niveaux. La fin d'un emploi stable, la fin d'une communauté soudée et la fin du foyer fictif qu'ils avaient construit ensemble. Gilberte compara la scène aux conséquences d'une catastrophe naturelle, un petit aperçu du chagrin que ressentent ceux qui voient leur maison détruite. Si la majeure partie de Walnut Grove fut rasée, 2 structures survécurent, pour des raisons symboliques. L'église, explique Gilbert, fut épargnée parce que l'affaire explosée aurait été un symbole de haine. La petite maison des Ingalls demeura aussi debout grâce à l'acteur Stan Ivar, qui la démonta avec soin et la conserva pendant des décennies. Pour Gilberte, ces survivants représentaient l'espoir. Même si nous partons, nous pouvons toujours reconstruire comme l'a toujours fait la famille Ingalls, dit-elle. Son propre adieu passa par un moment cathartique dans le scénario. Laura Ingalls, furieuse et en deuil, casse des assiettes et brise des vitres avec un balai. Toute occasion de casser des choses devant une caméra est un plaisir, rit Gilbert. C'était l'occasion d'évacuer beaucoup de tensions adolescentes liées à ma vie personnelle, ainsi que la partie en colère de mon chagrin. Cette scène devint l'une des plus mémorables du film, une rare explosion de rage brute chez un personnage généralement empreint de calme résilient. Au fil des années, la destruction de Walnut Grove a divisé les fans. Certains y voient un coup dur inutile porté à une série familiale. D'autres y perçoivent une fin défiant toute ingérence, à l'image de la nature protectrice de Landon. Ce qui est certain, c'est que cela a garanti que la petite maison dans la prairie se termine selon ses propres conditions, sans risque de suite non approuvée. Gilberte a conservé quelques souvenirs de ces années, sa feuille de service pour son essai filmé, le scénario du pilote avec les répliques soulignées au crayon et la petite robe rouge du générique que sa mère a fait encadrer. Le reste, elle l'a finalement vendu aux enchères, estimant que les souvenirs suffisaient à les emporter avec moi. Aujourd'hui, la petite maison dans la prairie reste adorée. En 2024, c'était la série classique la plus visionnée en streaming, avec plus de 13 milliards de minutes regardées. Et alors qu'un reboot Netflix est en préparation, Gilbert affirme qu'il y a largement de la place pour de nouvelles histoires, même si l'original reste intouchable. Faire vivre l'héritage de Michael Landon. Le 1er juillet 2025 a marqué les 34 ans de la disparition de Michael Landon, l'acteur, réalisateur et producteur adoré dont l'œuvre a façonné des générations entières. Pour Melissa Gilbert, qui a grandi dans la peau de sa fille Laura Ingalls Wilder dans la petite maison dans la prairie, cette date n'est jamais un simple jour d'été. Cette année, Gilbert a partagé ses sentiments publiquement dans un touchant message Instagram, accompagné d'une série de vieilles photos republiées depuis le Pancreatic Cancer Action Network. Wow, 34. Difficile à croire. Je pense à vous et envoie tout mon amour à Leslie Matthews, un T. Chris Landon, Shona Landon, Michael Landon Jr., un T. Jen Landon et à toute la famille. La simplicité de sa légende portait le poids de décennies d'amour, de chagrin et de gratitude. Pour Gilbert, Landon n'était pas seulement un père à l'écran, il était un mentor, un ami et une présence rassurante durant ses années formatrices. Son déclin fulgurant, emporté par un cancer du pancréas en 1991, reste l'un des chapitres les plus douloureux de sa vie. Gilberte se souvient encore du moment où elle a appris son diagnostic. Ce n'était ni par un titre de presse, ni lors d'une conférence. Leslie Landon Matthews, la fille de Michael et amie proche de Gilberte depuis 50 ans, l'avait appelée personnellement pour lui annoncer la nouvelle avant qu'elle ne devienne publique. « J'étais anéanti », confie Gilberte. « Je me retrouvais face à la perte imminente d'une autre figure masculine importante dans ma vie. » Elle avait déjà enduré le traumatisme de perdre son père biologique par suicide à l'âge de 11 ans. Landon avait comblé une partie de ce vide, sur le plateau comme en dehors, et l'idée de le perdre revenait à revivre un cauchemar. Au début,
Gilberte garda ses distances, voulant lui laisser du temps avec sa famille. Mais à mesure que son état se détériorait, elle décida de lui rendre visite. « J'ai fini par aller passer du temps avec lui », raconte-t-elle. Et c'était exactement une semaine avant sa mort. Ce fut, selon ses mots, très dur, mais vraiment important de lui dire adieu. Le choc de la maladie de Landon était amplifié par l'image qu'elle avait toujours eue de lui. Cet homme incarnait la santé physique, explique-t-elle. Je l'ai toujours décrit comme un triangle inversé, si fort, en si bonne forme, si sain. Et voir cela arriver si vite et de façon presque violente, c'était comme un ennemi que je voulais abattre. Cet ennemi était le cancer du pancréas, une maladie que Gilberte évoque aujourd'hui avec un mépris ouvert. Elle la qualifie de maladie brutale et pernicieuse, comme une tornade, qui frappe sans prévenir, progresse rapidement et laisse peu de chances de survie. Elle l'a vu emporter deux des plus beaux spécimens physiques qu'elle ait connus, Michael Landon et son ami proche Patrick Swayze. Ces hommes étaient des piliers, presque des super-héros, dit-elle, et voir quelque chose comme ça les prendre de cette façon, c'est dévastateur. La haine que Gilberte nourrit contre le cancer du pancréas a alimenté une mission qui va bien au-delà du simple souvenir personnel. Par le biais de sa marque Modern Prairie, elle s'est associée à PanCan pour collecter des fonds et sensibiliser le public à la recherche, au soutien des patients et au plaidoyer. Son dernier projet, une collection capsules spéciales comprenant des bonnets pour femmes et enfants, des mouchoirs de poche, un sac à tarte signature, un plaid et un sac fourre-tout, tous déclinés en violet, couleur officielle de la sensibilisation au cancer du pancréas. Les bénéfices sont intégralement reversés aux initiatives de PanCan. Cela a toujours été l'un de nos objectifs, explique-t-elle. Dès que nous en avons eu la possibilité, nous avons voulu redonner. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se battre pour quelque chose qui nous a pris tant de personnes que nous aimons. Elle croit que les progrès réalisés dans la recherche contre un cancer profitent à la lutte contre tous les cancers. Au fur et à mesure que des traitements et des remèdes sont développés, ils peuvent être appliqués à d'autres, affirme-t-elle. Alors pourquoi ne pas tous unir nos esprits, nos portefeuilles, nos cœurs, et faire tout ce que nous pouvons pour éradiquer ce fléau? Son hommage cette année a profondément touché les fans, dont beaucoup gardent des souvenirs vifs de l'influence de Landon. L'un d'eux a écrit « Il comptait tellement pour tant de gens. Un inconnu m'a arrêté sur un parking pour m'annoncer sa mort. Cela ne m'est jamais arrivé avec personne d'autre avant ou depuis. » Un autre ajouta « Il a pratiquement élevé la génération X. Vous aussi. » Sous bien des aspects, la commémoration annuelle de Melissa Gilbert est plus qu'un geste personnel. C'est la continuité de l'héritage même de Landon. De son vivant, il n'était pas seulement une star de télévision. C'était un conteur qui défendait les valeurs familiales, la gentillesse et la résilience, tant dans les personnages qu'il incarnait que dans les relations avec ses collaborateurs. En ce 34e anniversaire de sa mort, le message de Gilbert était un rappel discret mais puissant. L'amour perdure bien au-delà de la perte. L'héritage de Michael Landon n'est pas figé dans de vieux épisodes ou des couvertures de magazines. Il vit dans les personnes qu'il a inspirées, dans les collègues qui perpétuent ses leçons et dans le combat contre la maladie qui l'a emporté trop tôt. Pour Melissa Gilbert, honorer sa mémoire signifie faire exactement ce qu'il aurait fait. Trouver un sens à la douleur, aider les autres et raconter des histoires qui comptent. Michael n'était pas seulement une icône hollywoodienne, dit-elle. C'était un père, un conteur, un rêveur. Et la meilleure façon de l'honorer, c'est de se battre pour que les autres aient une chance. Un lien père-fille, bien réel qui dépassait la prairie. Lorsque la petite maison dans la prairie a été lancée en 1974, Melissa Gilbert n'avait que 9 ans. Une enfant posant le pied pour la première fois sur un plateau de tournage afin de passer une audition pour le rôle de Laura Ingalls. Elle entra dans une pièce où l'attendait déjà Michael Landon, icône télévisée grâce à Bonanza.
Elle se souvient de ce moment avec une précision intacte des décennies plus tard. Il avait cette aura incroyable qui captivait. Il m'a fait rire et me sentir immédiatement à l'aise, et il y avait entre nous quelque chose que je n'avais jamais ressenti dans une salle d'audition. C'était spécial et c'était instantané. Cette connexion immédiate allait façonner non seulement leur relation professionnelle, mais aussi la vie de Gilbert d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. 2 ans après le début de la série, une tragédie frappa la vie personnelle de Gilberte. Son père mourut alors qu'elle n'avait que 11 ans. Dans son chagrin, elle se tourna naturellement vers Landon, non pas parce qu'elle cherchait consciemment un substitut, mais parce qu'il prit naturellement cette place. « Michael Landon était comme une figure paternelle pour beaucoup d'entre nous », a déclaré Gilberte. « Il a eu une influence très importante dans ma vie. Mon propre père est mort quand j'avais 11 ans, et je travaillais avec Michael depuis 2 ans à ce moment-là. Il a vraiment endossé ce rôle et veillé sur moi d'une manière beaucoup plus paternelle. » Ce soutien n'était pas seulement émotionnel. Landon lui apprit l'art du jeu d'acteur et l'éthique du travail sur un plateau. Il lui inculqua le respect de chaque membre de l'équipe, des électriciens aux soigneurs, en soulignant que chaque poste était tout aussi essentiel au succès d'un projet. Le surnom de Laura dans les livres originaux était Half Pint. Et pour Landon, il devint à la fois un clin d'œil affectueux au personnage et un véritable terme de tendresse personnelle. Tout commença par un besoin pratique. Il y avait 2 Melissa sur le plateau, et Landon demanda si elle avait un surnom. Gilberte suggéra en plaisantant « Moche », un nom qu'elle avait entendu chez elle, mais Landon refusa. « Non, tu n'es pas Moche, tu n'es pas un vieux monsieur juif, nous allons t'appeler Half Pint. » Dès lors, Half Pint ne désignait plus seulement Laura Ingalls, c'était aussi Melissa Gilbert. Ce surnom s'inscrivait dans une tendance plus large. Landon avait le don de rendre le plateau sûr et joyeux pour une jeune actrice. Gilberte détestait les séances photos, mais Landon les transformait en spectacles comiques. « Il faisait tout pour me faire rire », raconte-t-elle, se souvenant d'une fois où il avait coincé une de ses tresses dans son nez pendant une séance. Le lien dépassait les journées de tournage. Leurs familles partaient en vacances ensemble, passaient le réveillon du Nouvel An côte à côte et célébraient les grands moments comme s'ils étaient réellement de la même famille. Gilberte se rappelle comment, chaque année, Landon sacrifiait ses propres fêtes pour commenter le Rose Parade pour NBC, non pas pour l'argent, mais afin d'offrir des cadeaux de Noël incroyables aux acteurs et à l'équipe. Ces gestes n'étaient pas destinés à la publicité. Ils faisaient partie de la manière dont Landon vivait. Généreux, protecteur et investi dans le bonheur de ceux qui l'entouraient. Gilbert ne l'a jamais oublié. Pour elle, le mentorat de Landon allait bien au-delà de l'apprentissage de répliques. Il incarnait le leadership, réalisant et produisant tout en portant le poids émotionnel de la série sur ses épaules en tant que personnage central. « Ça me sidère de voir que tout cela, c'est grâce à lui », a-t-elle déclaré lors de la célébration du 50e anniversaire de la série. Ces gens sont là parce qu'il a écrit, réalisé et produit cette série, et je sais qu'il serait incroyablement fier s'il pouvait voir ça. C'est son héritage, à 100%. Il lui montra aussi comment équilibrer rigueur et bienveillance. S'il dirigeait d'une main ferme, il savait aussi relâcher la pression pour laisser la joie et la malice insuffler de la vie au plateau. Pour une enfant évoluant dans un univers d'adultes, cette combinaison était rare et précieuse. Et même si leur histoire avait commencé par un casting dans les années 1970, ses effets se font encore sentir. Les fans de La Petite Maison dans la Prairie continuent de voir Charles et Laura Ingalls comme l'un des duos père-fille les plus authentiques de la télévision, car, à bien des égards, ce qu'ils incarnaient était réel. Après toutes ces années, les mots de Melissa Gilberte prouvent que Michael Landon était bien plus qu'un partenaire de jeu. Il fut une force dans sa vie, la façonnant à la fois comme actrice et comme personne. La vérité choquante n'est pas un scandale, mais quelque chose de bien plus fort.
Dans les coulisses de la petite maison dans la prairie, leur lien était aussi vrai et inébranlable qu'il en avait l'air à l'écran. Et vous, avez-vous toujours senti que le lien entre Charles et Laura Ingalls était authentique? Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager pour que d'autres puissent se souvenir du cœur qui battait derrière l'une des familles les plus aimées de la télévision.